Avant mon opération, ma femme m'a envoyé un texto, je veux divorcer. Je n'ai pas besoin d'un mari malade. Je me suis senti abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'elle. La patiente à côté de moi m'a réconforté. Après l'opération, ma femme est entrée en riant, jusqu'à ce que l'infirmière lui murmure, « Savez-vous qui est à côté de votre mari ?» Elle est devenue blême. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Il y a des moments dans la vie que l'on n'oublie pas. Non pas parce qu'ils étaient beaux, mais parce qu'ils ont brisé quelque chose en nous, quelque chose qui n'est jamais redevenu comme avant. Pour moi, ce moment n'a pas été celui où le médecin est entré dans le cabinet avec un visage grave en disant que je devais être opéré. Ce n'a pas été non plus quand j'ai signé les formulaires de consentement, lisant de mes propres mains la liste des risques qui incluait le mot « mort ». Le moment que je ne peux oublier, c'est celui où, allongé sur un lit d'hôpital à la veille d'une opération à cœur ouvert, mon téléphone a vibré en recevant un message de ma femme. Mais il faut que vous compreniez quelque chose avant de continuer à écouter cette histoire. Je ne suis pas le genre d'homme qui parle de ce qu'il ressent. J'ai grandi dans la campagne des mineurs, un endroit où un homme ne pleure pas, ne se plaint pas, ne demande pas d'aide. J'ai travaillé de 18 à 47 ans, sans m'arrêter un seul jour pour maladie. Je n'ai jamais été absent, jamais défaillant. Quand le médecin a parlé d'angine de poitrine instable, expliquant que mon artère était bouchée à plus de 80%, j'ai tout écouté la tête haute. Je l'ai remercié, j'ai attendu qu'il quitte la pièce et, seulement à ce moment-là, j'ai laissé l'air s'échapper lentement par la bouche, comme si je réapprenais à respirer depuis le début. Alors, quand je dis que ce message m'a brisé, vous devez comprendre le poids de ces mots, car je ne suis pas facile à briser. La chambre était petite, avec cette odeur d'hôpital qui s'accroche aux vêtements, aux cheveux, à la mémoire. La lumière du couloir filtrait par la fente de la porte, dessinant une ligne jaunâtre sur le sol froid. À la gauche de mon lit, il y avait un rideau bleu qui séparait mon espace de celui d'une autre personne que je n'avais pas encore vue. Je pouvais entendre sa respiration calme, comme celle de quelqu'un qui dormait depuis des heures. Au fond du couloir, une télévision diffusait quelque chose avec des rires enregistrés, et une infirmière de garde parlait doucement avec quelqu'un que je ne pouvais pas voir. J'étais seul. De cette solitude que l'on ressent même quand on est entouré. J'ai attrapé mon téléphone. Il était presque 23 heures. Camilla m'avait laissé là à 15 heures, après avoir réglé les papiers d'admission. Elle avait dit qu'elle devait passer à la maison, prendre quelques-unes de mes affaires, et qu'elle reviendrait plus tard. Elle n'est pas revenue. J'ai envoyé un message à 19 heures pour demander si tout allait bien. Elle l'a lu. Elle n'a pas répondu. À 21 heures, un autre, plus court, juste pour dire que je pensais à elle. Elle l'a lu de nouveau. Silence. Je me suis dit qu'elle devait être fatiguée, qu'elle avait peut-être peur et ne savait pas comment gérer la situation. 15 ans de mariage m'avaient appris à trouver une excuse à son absence avant de trouver la vérité. Puis, le téléphone a vibré. Le message était long. C'est la première chose que j'ai remarquée. Ce n'était pas un audio enregistré à la hâte, ni un texto de 2 lignes. C'était un bloc de texte qu'elle avait clairement réfléchi, relu, peut-être même fait valider par quelqu'un avant de l'envoyer. Chaque phrase était à sa place, chaque virgule semblait intentionnelle. Elle commençait par dire qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle avait passé les derniers jours à chercher un moyen de me le dire en personne, mais qu'elle n'en avait pas été capable. Elle disait qu'elle me respectait assez pour être honnête. Et puis venait la phrase que j'ai dû lire une dizaine de fois, sans pouvoir l'assimiler au début, elle voulait le divorce, elle ne pouvait pas être la femme d'un homme malade. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu pour sa vie quand elle m'avait épousé. Je suis resté à fixer l'écran pendant un temps que je ne saurais dire. Cela aurait pu être 30 secondes, ou 10 minutes. Ce genre de temps qui perd son sens quand quelque chose en nous s'éteint. Elle ne demandait pas comment j'allais, ne disait pas qu'elle priait pour que l'opération se passe bien, ne s'excusait pas pour le timing. C'était un message propre, organisé, presque administratif, comme si j'étais un contrat arrivé à expiration, qu'il fallait résilier avec le minimum de bureaucratie possible. J'ai pensé à nos dimanches matins à Belo Horizonte, elle buvant son café au lait, et moi lisant le journal qui arrivait encore en version papier, parce que je suis têtu comme ça. J'ai pensé au jour où nous avions signé le contrat de l'appartement et où elle avait pleuré d'émotion, là, dans l'agence immobilière, sans crier gare, me laissant sans savoir quoi faire. La serrant dans mes bras de la manière maladroite de quelqu'un qui ne sait pas étreindre mais qui essaie quand même.
J'ai pensé aux 15 années où j'ai travaillé pendant qu'elle étudiait, pendant qu'elle grandissait, pendant qu'elle se construisait une carrière que j'ai aidé à soutenir avec des heures supplémentaires et en renonçant au week-end. Et j'ai pensé que demain matin, ils allaient m'ouvrir la poitrine. J'ai posé le téléphone face contre le matelas. Je n'ai pas répondu. Non pas par stratégie, ni parce que je calculais quoi dire. Je n'avais tout simplement pas de mots. C'était comme essayer de parler avec les poumons remplis d'eau. La ligne jaunâtre sur le sol était toujours là. La télévision en fond sonore continuait avec ses rires. La respiration de l'autre côté du rideau restait calme. Et c'est précisément à ce moment, alors que je pensais que le silence allait m'avaler pour de bon, qu'une voix est venue de l'autre côté du rideau bleu. Une voix calme, sans jugement, sans précipitation. Elle a demandé « Vous allez bien ?» Et je ne savais pas encore, à cet instant, que cette simple question, posée par une inconnue, allait changer le cours de tout ce qui allait suivre. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je suis resté silencieux de mon côté du rideau, fixant le plafond, mon téléphone toujours face contre le matelas, comme si retourner l'écran suffisait à effacer ce qui y était écrit. La voix avait été douce, discrète, du genre qui n'exige pas de réponse, qui ouvre une porte et attend dehors sans forcer l'entrée. Après quelques secondes, j'ai dit que j'allais bien, de la manière automatique dont on dit qu'on va bien quand ce n'est pas le cas, parce que c'est plus facile que d'expliquer l'ampleur des dégâts. De l'autre côté, il n'y a eu qu'un bref « d'accord », sans insistance, et le silence est revenu. Mais cette fois, le silence était différent. Il y avait quelqu'un de l'autre côté. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de dormir. Je n'y suis pas parvenu. L'esprit ne se déconnecte pas quand on a le plus besoin qu'il arrête de fonctionner. Et c'est à l'aube, dans ce lit d'hôpital dur, sentant l'antiseptique, au son du goutte à goutte dans le cathéter de mon bras gauche, que j'ai commencé à tout revisiter, comme si mon esprit savait que j'avais du temps et avait décidé d'utiliser chaque minute contre moi. Camilla et moi nous sommes rencontrés à une fête de remise de diplôme où aucun de nous n'était le diplômé. Elle était en 2e année d'économie. Je venais de commencer à travailler dans une petite entreprise de construction ABH. Elle riait différemment des autres, d'un rire qui commençait doucement et qui grandissait, comme si elle était elle-même surprise par sa propre joie. Un ami commun nous a présenté, un ami qui ne se souvient probablement même pas de l'avoir fait, et qui a accidentellement changé toute ma vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. C'était de bonnes années, le genre que l'on ne reconnaît comme bonnes que lorsqu'elles sont déjà passées et devenues un souvenir. Elle était déterminée, intelligente, elle savait ce qu'elle voulait. J'admirais ça. Je n'ai jamais eu honte de dire que ma femme était plus intelligente que moi sur plusieurs points. Pour moi, ça n'a jamais été une menace, c'était une source de fierté. Quand elle a voulu faire son 3e cycle, je l'ai payé. Non pas parce qu'elle l'a demandé, mais parce que je le voulais, parce que ça avait du sens. Elle avait du talent, et j'avais de la stabilité. Et à ce moment-là, je pensais que nous construisions quelque chose ensemble, que la victoire de l'un était la victoire des deux. J'ai travaillé plus, j'ai pris des chantiers le week-end, j'ai renoncé à des voyages que nous avions prévus parce que l'argent devait aller ailleurs. Elle a obtenu son diplôme avec mention, a rejoint une grande entreprise, a commencé à gravir les échelons à une vitesse que j'applaudissais avec une fierté sincère. Et c'est à peu près à ce moment-là que les choses ont commencé à changer, d'une manière que je ne remarquerai que bien plus tard. Les conversations sont devenues plus courtes, pas du jour au lendemain, pas de manière dramatique. C'était progressif, chirurgical, un dîner en moins par semaine, un voyage d'affaires qui durait un jour de plus que prévu, un vendredi où elle disait sortir avec des collègues et rentrer le samedi matin avec une explication que j'écoutais en faisant semblant d'y croire. Parce que l'alternative était une conversation que je n'étais pas prêt à avoir. Je me souviens d'une nuit en particulier, environ 8 mois avant mon hospitalisation. Je ressentais déjà fréquemment des douleurs à la poitrine, mais je les ignorais encore, comme un homme têtu le fait avec son propre corps. J'étais seul à la maison, en train de réchauffer un repas que j'avais préparé moi-même la veille, assis à la table de la cuisine qui pouvait accueillir 4 personnes mais que j'utilisais seul la plupart des soirs. L'appartement était silencieux, de cette manière qui vous oppresse. Et j'ai pensé, involontairement, sans prévoir de le penser, quand est-ce que nous avons dîné ensemble ici pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais pas. Mais j'ai refoulé cette pensée. J'ai fait ce que je savais faire. Je me suis concentré sur le travail, sur la routine. J'ai fait comme si l'appartement vide n'était qu'une phase. Allongé dans un lit d'hôpital,
j'ai compris que ce n'était pas une phase. Ça ne l'avait jamais été. Il y avait autre chose à laquelle j'essayais de ne pas penser, mais qui revenait chaque fois que je fermais les yeux. Ces derniers mois, quelques fois où je suis rentré plus tôt que prévu, elle était dans la chambre, au téléphone, et raccrochait dès que j'apparaissais à la porte. Sans hâte exagérée, sans culpabilité apparente. Elle raccrochait juste, trop naturellement. Le genre de naturel qui n'existe que lorsque la personne est habituée. Je n'ai jamais demandé qui c'était, et elle n'a jamais expliqué. Maintenant, à 3 heures du matin dans une chambre d'hôpital, je me demandais si le silence que j'avais choisi tous ces mois avait été de la sagesse ou de la lâcheté. Si je m'étais protégé, ou si je m'étais trompé moi-même. S'il y avait une différence entre les deux. Le téléphone était toujours face contre table. Je savais que si je le retournais, le message serait toujours là. Les mots ne disparaissent pas simplement parce qu'on ne veut plus les relire. Je n'ai pas besoin d'un mari malade. Comme si la maladie était un choix. Comme si je m'étais réveillé un matin, que je m'étais regardé dans le miroir et que j'avais décidé de laisser mon artère se boucher exprès pour entraver ses plans. 15 ans, toute une vie construite sur des fondations que, apparemment, j'étais le seul à croire solides. Le pire n'était pas la douleur. La douleur, je savais la porter. Le pire, c'était l'embarras silencieux de réaliser que j'étais le dernier à savoir. Que probablement, les gens autour d'elle savaient déjà. Que peut-être, le rire que j'admirais tant était déjà offert à une autre histoire, dans une autre cuisine, pendant que je réchauffais mon plat seul en essayant de me souvenir de la dernière fois où nous avions dîné ensemble. Je me suis tourné sur le côté dans le lit, en faisant attention de ne pas tirer sur la perfusion. De l'autre côté du rideau bleu, la respiration calme continuait, régulière, paisible. Celle de quelqu'un qui avait fait la paix avec quelque chose. J'ai écouté un moment. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que cela m'a fait. Mais il y avait quelque chose dans cette respiration inconnue qui était plus honnête que tout ce que j'avais entendu de Camilla ces derniers mois. Une présence sans intention, une chaleur sans calcul. J'essayais d'organiser cela dans ma tête quand j'ai entendu un léger bruit, un changement de rythme de l'autre côté. Puis la voix est revenue, doucement, comme quelqu'un qui n'est pas sûr si l'autre personne est encore éveillée. Vous n'avez pas besoin d'aller bien, là, tout de suite. Vous savez, personne ici n'exige ça de vous. Je n'ai pas répondu immédiatement. Mais cette fois, ce n'était pas parce que je n'avais pas de mots. C'était parce que, pour la première fois de toute la nuit, j'ai senti que quelqu'un avait dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et je ne savais pas encore qui était cette femme. Je ne connaissais pas son nom. Je ne connaissais pas son histoire. Je ne savais rien. Ce que je ne savais pas, c'est que le lendemain, ils allaient m'ouvrir la poitrine, et que la seule personne qui m'avait demandé comment j'allais se trouvait de l'autre côté d'un rideau d'hôpital, et non de l'autre côté du téléphone, là où elle aurait dû être. Il y a une chose étrange qui se produit quand on est au fond du trou. On commence à remarquer des détails que l'on ignorerait normalement. Le bruit spécifique de la perfusion quand la poche est presque vide. La façon dont la lumière du couloir clignote une fois toutes les quelques minutes, presque imperceptible, comme si tout le bâtiment respirait. L'odeur différente de chaque heure de l'aube. Et les voix. On commence à prêter attention aux voix qui, à tout autre moment, passeraient inaperçues. Sa voix était comme ça, le genre que, dans d'autres circonstances, je n'aurais pas pris le temps d'écouter. Mais j'étais au fond du trou, et elle parlait. J'ai répondu que je n'avais besoin de rien, merci. Poli, retenu, à la manière des minéraux, pensant qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer. Mais elle n'avait pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Elle avait dit que je n'avais pas besoin d'aller bien. Et il y a une énorme différence entre les deux, que je n'ai comprise qu'en formulant la mauvaise réponse. De l'autre côté, il y a eu un court silence. Puis elle a dit qu'elle n'essayait pas de s'immiscer, qu'elle savait très bien à quel point c'était agaçant quand quelqu'un essayait sans cesse d'aider sans y avoir été invité. Elle a dit qu'elle avait seulement parlé parce qu'elle avait entendu, et que écouter sans rien dire lui semblait plus cruel que de parler. J'ai demandé ce qu'elle avait entendu. Elle a fait une pause. Puis elle a dit, assez pour savoir que vous traversez quelque chose de grand, et que ce n'est pas seulement l'opération. Cela m'a désarmé d'une manière inattendue. Non pas parce qu'elle avait raison, mais parce qu'elle l'avait dit sans jugement, sans curiosité morbide, sans cette intonation de quelqu'un qui flaire un drame. C'était la voix de quelqu'un qui en avait assez vu dans la vie pour savoir qu'il y a des douleurs qui n'ont pas besoin de détails pour être reconnues. J'ai demandé son nom.
Teresa, a-t-elle dit, et elle a attendu. J'ai dit le mien. Elle a dit que c'était un beau nom, le genre qu'on ne donne plus aux enfants. J'ai dit que c'était le nom d'un grand-père. Et elle a ri doucement. Ce genre de rire qui sonne authentique, justement parce qu'il est petit, parce qu'il n'a pas été conçu pour impressionner qui que ce soit. Le rideau était toujours fermé entre nous. Je n'avais toujours pas vu son visage. C'était une conversation de voix dans le noir, le genre qui n'arrive que lorsque nous sommes trop fatigués pour maintenir toutes nos défenses. Elle m'a demandé si je voulais lui raconter ce qui s'était passé. Elle a précisé que ce n'était pas une obligation, qu'elle resterait là de toute façon, mais que parfois, parler à voix haute aidait à organiser ce qui était en désordre dans la tête. Je suis resté silencieux un moment, puis, sans le prévoir, sans vraiment comprendre pourquoi je le faisais, j'ai commencé à parler. Je n'ai pas tout raconté. Je n'ai pas parlé des dîners qui avaient disparu, des appels qu'elle terminait quand j'apparaissais à la porte. Je n'ai pas parlé des mois de silence que j'avais refoulés en prétendant que c'était des phases. J'ai dit l'essentiel, que ma femme m'avait envoyé un message demandant le divorce, que c'était la veille de l'opération, que j'essayais de comprendre ce qui avait échoué. Donna Teresa est restée silencieuse pendant que je parlais. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle n'a pas fait ce bruit de quelqu'un qui écoute juste pour faire semblant. Elle est restée vraiment silencieuse, de cette manière que seules les personnes qui ont appris à vraiment écouter peuvent avoir. Quand j'ai fini, elle a attendu quelques secondes de plus avant de parler. Elle a dit qu'en 63 ans de vie, elle avait appris une chose que personne ne vous apprend, et que l'on met trop de temps à comprendre seul, quand quelqu'un vous abandonne dans un moment de faiblesse, l'histoire qu'il raconte parle de lui, pas de vous. Je n'ai pas répondu. Cela est resté en suspens dans l'air de la pièce, d'une manière que je ne pouvais ignorer. Elle a ensuite demandé si j'avais mangé quelque chose. J'ai dit que je n'avais pas faim. Elle a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle avait un gâteau à la semoule de maïs sur sa table de chevet que sa fille avait apporté l'après-midi, et qu'elle ne pourrait pas le finir seule. Elle a demandé si je voulais un morceau. J'ai failli dire non par réflexe, mais cela faisait des heures que je n'avais rien mangé d'autre que le dîner insipide que l'hôpital avait servi à 18 heures. Et il y avait un gâteau à la semoule de maïs de l'autre côté de ce rideau. Et quelque chose dans ce détail, si simple, si domestique, si complètement déplacé dans un hôpital à 3 heures du matin, m'a fait sourire pour la première fois depuis que j'avais lu le message de Camilla. J'ai dit que j'acceptais. Le rideau s'est ouvert d'un souffle. Une main est apparue, tenant une assiette en plastique avec un généreux morceau de gâteau recouvert d'une serviette. Je me suis redressé lentement dans le lit, en faisant attention à la perfusion, et j'ai pris l'assiette. C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu son visage pour la première fois. Donna Teresa avait les cheveux entièrement blancs, attachés par une simple barrette sur le côté. Son visage était de ceux que là j'avais travaillé avec respect, marqué par des rides qui racontaient des histoires sans s'en excuser. Ses yeux étaient sombres, attentifs, le genre qui vous regarde et semble voir plus que ce que vous montrez. Elle portait une blouse d'hôpital bleu clair et avait un livre face contre table sur le lit à côté d'elle. De la même manière que j'avais tourné mon téléphone, comme si nous étions tous les deux arrivés indépendamment à la même conclusion, que certaines choses pouvaient attendre. Elle a souri quand nos regards se sont croisés, un sourire calme, sans hâte. J'ai dit « merci pour le gâteau ». Elle a répondu que « merci » était trop facile, que je devrais endurer la conversation d'une vieille dame en retour. J'ai ri de nouveau. 2 fois en moins de 5 minutes. Ce n'était pas rien. Nous sommes restés à parler pendant que je mangeais. Elle n'est pas revenue sur le sujet de Camilla. Elle a parlé de l'hôpital, de la façon dont chaque elle avait une odeur différente, d'une infirmière de garde qu'elle disait être la plus compétente de l'étage, mais que personne ne remarquait parce qu'elle était silencieuse. Elle a parlé de la ville d'où elle venait, d'un petit-fils qui apprenait à marcher et qui envoyait une vidéo chaque jour. Des choses du quotidien, des choses vivantes. J'écoutais, je répondais, et je me suis rendu compte que cela faisait environ 40 minutes que je ne pensais plus au message de Camilla. Non pas que ce fût résolu, ni que ce fût passé, mais parce que Donna Teresa, sans faire d'effort visible, avait créé un espace où cette douleur pouvait tenir sans avoir besoin d'être la seule chose dans la pièce. Quand j'ai fini le gâteau, elle a dit que je devais essayer de dormir. Que l'opération exigeait beaucoup du corps, et que le corps avait besoin de repos pour affronter ce qui allait arriver le matin. Elle l'a dit avec l'autorité calme de quelqu'un qui ne donne pas un ordre, mais qui prend soin. J'ai accepté. Le rideau s'est refermé. J'ai posé l'assiette vide sur ma table de chevet.
Je me suis allongé prudemment, j'ai fermé les yeux et, pour la première fois de la nuit, l'obscurité derrière mes paupières n'avait pas le message de Camilla projeté dessus. Mais avant que le sommeil n'arrive, Donna Teresa a dit une dernière chose à voix basse, presque pour elle-même, comme quelqu'un qui pense à voix haute sans s'en rendre compte. Elle a dit, qui abandonne quelqu'un de malade n'a jamais été vraiment là. Je n'ai pas répondu, mais cette phrase a traversé le silence de la chambre, traversé le rideau bleu, traversé l'épuisement et la douleur et les 15 années que j'essayais de comprendre. Et elle s'est posée quelque part en moi, où je savais qu'elle resterait longtemps. Je me suis endormi sans savoir encore qui était vraiment cette femme, et sans imaginer que ce que j'étais sur le point de découvrir allait tout changer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que cette histoire est profonde. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, car ce qui suit a tout changé dans ma vie. J'ai dormi 2 heures, peut-être moins. Ce n'était pas un sommeil réparateur. C'était ce sommeil superficiel que le corps parvient à trouver quand il est trop épuisé pour rester éveillé, mais trop agité pour se reposer vraiment. Le genre de sommeil dont on se réveille plus fatigué qu'en s'endormant, avec toutes les pensées en désordre et le sentiment que quelque chose d'important essayait d'atteindre la surface sans y parvenir. Quand j'ai ouvert les yeux, le couloir extérieur était un peu plus lumineux. Ce n'était pas encore la lumière du jour. C'était cette clarté intermédiaire que les hôpitaux ont à l'aube, comme si l'endroit ne s'éteignait jamais complètement, comme s'il devait toujours être à moitié éveillé parce que la vie n'annonce pas l'heure où elle décide de se compliquer. J'étais allongé sur le dos, regardant le plafond. La phrase de Donna Teresa était là, calme, ferme, sans hâte. Qui abandonne quelqu'un de malade n'a jamais été vraiment là. J'ai essayé de trouver une faille là-dedans, comme on le fait quand on entend quelque chose qui fait mal et qu'on veut prouver que c'est faux, juste pour ne pas avoir à accepter ce qui est vrai. J'ai cherché l'exception, le contexte qui changerait le sens, l'angle qui rendrait la phrase injuste. Je n'en ai pas trouvé. J'ai attrapé mon téléphone. Il était 4h40 du matin. Le message de Camilla était toujours là. Il n'avait pas disparu pendant que je dormais, comme une partie de moi l'avait espéré à un niveau irrationnel. Je l'ai relu lentement, mot par mot, comme quelqu'un qui lit un contrat, cherchant la clause qui change tout à la fin. Il n'y avait pas de clause. C'était ce que c'était. J'ai ouvert un champ de réponse. J'ai fixé le curseur clignotant. J'ai commencé à taper quelque chose. Je ne suis pas sûr de quoi. Quelque chose sur le timing, sur ce que cela signifiait de demander le divorce à la veille d'une opération, sur ce que cela disait d'elle. J'ai tout effacé avant de finir la phrase. J'ai recommencé, cette fois plus court. Il faut qu'on parle quand je sortirai d'ici. J'ai effacé ça aussi. J'ai essayé une 3e fois. Je n'ai pas pu dépasser le premier mot. J'ai fermé l'application, j'ai mis le téléphone dans le tiroir de la table de chevet et j'ai fermé le tiroir avec un calme qui m'a surpris. Ce n'était pas une décision calculée, ni une stratégie. Ce n'était aucune sorte de sagesse dont je pouvais me créditer. C'était simplement que les mots ne venaient pas, et envoyer n'importe quoi juste pour envoyer quelque chose me semblait faux, d'une manière que je ne pouvais pas encore expliquer. Je ne comprendrai que bien plus tard que ce silence était la chose la plus juste que j'ai faite pendant toute cette période. De l'autre côté du rideau, Donna Teresa dormait. Sa respiration était régulière, paisible, identique à celle de quand j'avais fermé les yeux des heures auparavant. Il y avait quelque chose de stable là-dedans, dont j'avais besoin à ce moment-là. Une constance que le reste de la nuit n'avait pas offerte. Je n'arrêtais pas de penser à elle. Je ne savais rien de cette femme, à part son nom et ce qu'elle avait choisi de partager pendant les quelques heures où nous avions parlé. Je savais qu'elle avait une fille, qu'elle avait un petit-fils qui apprenait à marcher, qu'elle faisait du gâteau à la semoule de maïs ou que quelqu'un lui en faisait, qu'elle lisait des livres et les retournait quand elle s'arrêtait. Qu'elle avait appris en 63 ans des choses que la plupart des gens mettent toute une vie à apprendre. Je savais qu'elle m'avait demandé comment j'allais quand personne d'autre ne l'avait fait. C'était plus que ce que je savais de beaucoup de gens qui avaient été dans ma vie pendant des années. Vers 5 heures du matin, une infirmière est entrée discrètement, a vérifié la perfusion, a écrit quelque chose sur le dossier accroché au rail du lit, m'a regardé et m'a demandé doucement si j'arrivais à me reposer. J'ai dit que j'essayais. Elle a dit que c'était normal de ne pas y arriver la veille, que le corps savait ce qui allait arriver et restait en alerte, mais que l'équipe qui allait me traiter était excellente et que je pouvais faire confiance au processus. Ce mot, processus, est resté dans ma tête après son départ. Processus.
comme s'il y avait un scénario pour ça, comme s'il y avait une séquence d'étapes prévues qui, suivie correctement, mènerait à un résultat garanti. Et je n'arrêtais pas de penser que ce n'était pas seulement l'opération qui avait besoin d'un processus. C'était tout. Le mariage qui se terminait, les 15 années qui devaient être revisitées et comprises, la vie qui devrait être reconfigurée de l'autre côté de ces portes d'hôpital. Le problème, c'est que je ne savais pas par où commencer. Et le plus gros problème à l'intérieur de ce problème, c'est que je ne pouvais penser à rien de tout ça pour le moment. Je devais penser à l'opération. Je devais être présent pour ça. Je devais réserver un peu d'énergie pour passer la journée qui arrivait. Mais l'esprit ne fonctionne pas sur commande. L'esprit va où il veut et vous le fait savoir plus tard. J'ai appelé mon frère à 6 heures du matin. Pedro a 3 ans de moins que moi, il vit à Contagem, il a 2 enfants et une vie simple qu'il a construite avec beaucoup de travail et peu de plaintes. Il a répondu à la 2e sonnerie, ce qui m'a dit qu'il ne dormait pas non plus, ou qu'il dormait d'un sommeil léger, comme quelqu'un qui attend des nouvelles. Il a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'étais réveillé, que l'opération était à 8 heures. Il a dit qu'il serait là. J'ai dit qu'il n'avait pas besoin. Il a dit que je pouvais arrêter de dire des bêtises. Je n'ai pas parlé de Camilla. Je ne pouvais pas encore ouvrir ça. Pas à ce moment-là. Pas avec Pedro, qu'il avait toujours aimé et qui allait se mettre en colère d'une manière que je n'avais pas l'énergie de gérer avant d'entrer en salle d'opération. J'ai juste dit que je traversais des choses, qu'on en parlerait plus tard. Que c'était bien qu'il soit là. Il a dit, d'accord, mon frère. Prends soin de toi. À tout à l'heure. J'ai raccroché et j'ai gardé le téléphone en main un moment. Il y avait d'autres personnes que je pouvais appeler. Des amis de longue date, des collègues, des gens dont je savais qu'ils se soucieraient sincèrement. Mais il y a une sorte de douleur pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé les mots justes pour la décrire, et qui, à cause de cela, reste cachée jusqu'à ce que les mots apparaissent. J'en étais à ce stade, encore sans mots, essayant encore de comprendre sa forme avant d'essayer de la transmettre. L'hôpital se réveillait autour de moi à mesure que le jour arrivait. Les sons changeaient, plus de pas dans le couloir, des voix sur un ton professionnel, ce langage spécifique de quelqu'un qui travaille avec l'urgence quotidienne et qui a développé un calme qui n'est pas de l'indifférence, mais de la préparation. Des chariots poussés, des portes qui s'ouvrent et se ferment. La télévision du poste des infirmières, qui diffusait auparavant quelque chose avec des rires enregistrés, présentait maintenant un journal du matin avec la voix contenue de quelqu'un qui lit de mauvaises nouvelles sans pouvoir trop le laisser paraître. De l'autre côté du rideau, Donna Teresa s'est réveillée vers 6h30. J'ai entendu le bruit de son installation dans le lit, le froissement du drap, un court soupir de quelqu'un qui revient au monde après des heures d'absence. Puis, silence pendant quelques minutes, comme si elle aussi avait besoin d'un peu de temps avant de commencer la journée. Puis elle a dit, sans ouvrir le rideau, sans préambule, « Vous avez dormi un peu ?» J'ai répondu, « Un peu ». Elle a dit, « Un peu, c'est déjà quelque chose. » Nous sommes restés comme ça un moment, tous les deux réveillés de notre côté du rideau, n'ayant besoin de rien de plus. Puis elle a demandé quelque chose que je n'attendais pas. Elle a demandé si j'avais répondu au message. J'ai dit non. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit, « Bien. » Juste ça. Bien. Sans explication, sans théorie, sans les raisons pour lesquelles ne pas répondre était la bonne décision. Juste ce mot court, prononcé avec la conviction calme de quelqu'un qui n'a pas besoin de justifier ce qu'il sait être vrai. Et pour une raison que j'essaie encore de comprendre, ce « bien », venant d'une inconnue aux cheveux blancs de l'autre côté d'un rideau d'hôpital, m'a donné plus de certitude que tout ce que j'aurais pu trouver en moi-même à ce moment-là. À 7h40, une infirmière est venue me chercher pour la préparation préopératoire. Je me suis assis sur le bord du lit, j'ai posé les pieds sur le sol froid, j'ai pris une profonde inspiration. De l'autre côté du rideau, Donna Teresa a dit doucement, « Allez-y doucement. Vous allez revenir. » J'ai dit, « Merci. » Et pendant que je descendais le couloir, poussé dans un fauteuil roulant dont je pensais ne pas avoir besoin mais que l'infirmière a insisté pour utiliser car c'était le protocole, je n'arrêtais pas de penser à cette phrase, « Vous allez revenir. » Elle n'avait pas dit, « Tout va bien se passer. » Elle n'avait pas dit, « Ne vous inquiétez pas », elle avait dit, « Vous allez revenir. » Comme une affirmation, comme quelque chose qu'elle savait et qu'elle me transmettait comme un fait. Je suis entré dans la salle de préparation en essayant de garder ça avec moi. Et ce n'est que plus tard, quand j'étais déjà sur le brancard,
attendant que l'anesthésie fasse effet et que les visages masqués autour de moi parlaient de choses que je ne pouvais plus suivre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'une question que je n'avais pas posée m'est venue à l'esprit. Donna Teresa était hospitalisée, mais pourquoi? Je n'avais jamais demandé, et elle n'avait jamais dit. Cette pensée a été la dernière chose dont je me souviens avant que l'obscurité ne s'installe. L'obscurité de l'anesthésie n'est pas comme le sommeil. Le sommeil a une texture. Il a cette chute lente, ce moment où nous sommes encore à moitié conscients et à moitié non, où les pensées commencent à perdre leur cohérence mais existent encore. L'anesthésie n'a rien de tout ça. C'est un interrupteur. Un instant, vous regardez la lumière froide de la salle d'opération et essayez de compter les dalles du plafond pour distraire votre esprit, et l'instant d'après, plus rien n'existe. Pas de rêve, pas de sensation, pas de pensée, juste une absence complète. Et puis, vous êtes de retour. Pas progressivement, pas avec cette clarté de quelqu'un qui s'est bien réveillé. C'est confus, lourd, comme émergé d'une eau très profonde avec les poumons suppliant de l'air, mais le corps encore sans force pour nager. J'ai entendu des voix avant de pouvoir comprendre ce qu'elles disaient. J'ai senti le froid avant de pouvoir sentir mon propre corps. J'ai ouvert les yeux, la lumière était trop intense, et je les ai refermés. J'ai essayé de bouger ma main droite, et il lui a fallu plus de temps que prévu pour obéir. Quelqu'un a dit mon nom. Une voix mesurée, professionnelle, de quelqu'un qui a fait ça des milliers de fois, a dit que tout s'était bien passé, que j'étais en salle de réveil, que la procédure avait été un succès. J'ai entendu cela de loin, comme si l'information devait parcourir une plus grande distance que la normale pour atteindre un endroit en moi où elle pourrait être traitée. Un succès. J'étais donc revenu. Donna Teresa avait dit que je reviendrais, et j'étais revenu. La première chose concrète à laquelle j'ai réussi à penser après avoir confirmé que j'étais en vie, c'était Camilla. Pas avec colère, pas avec nostalgie. Je me suis juste demandé si elle serait là quand je sortirais de la salle de réveil. Si peut-être le message de la veille avait été un moment de panique, quelque chose dit sans réfléchir, et que maintenant, elle attendrait dehors avec sa manière à elle de s'excuser sans dire le mot. Apportant un café que je ne pourrais pas boire et faisant cette tête de quelqu'un qui sait qu'il a fait une bêtise mais ne sait pas trop comment revenir en arrière. Je voulais le croire, non pas parce que j'étais naïf, mais parce que 15 ans de mariage créent une habitude d'espérer qui ne s'éteint pas facilement, même quand toutes les preuves pointent dans la direction opposée. Je suis resté en salle de réveil pendant près de 3 heures. Le temps y a une qualité étrange, lent et accéléré à la fois, comme si les minutes avaient des tailles différentes selon le degré de conscience que l'on avait pour les mesurer. J'ai dormi et me suis réveillé par cycles courts. Chaque fois un peu plus présent, chaque fois un peu plus capable de sentir le poids de mon propre corps sur le brancard. Une de ces fois où je me suis réveillé, il y avait une infirmière différente à mes côtés, plus jeune, les cheveux attachés avec une barrette jaune qui semblait déplacée dans l'environnement tout blanc. Elle a vérifié mes signes vitaux, a écrit quelque chose, et quand elle a remarqué que j'étais complètement réveillé, a demandé si je ressentais de la douleur. J'ai dit oui, mais que c'était supportable. Elle a dit qu'elle allait ajuster les médicaments, puis, presque en passant, avec un naturel qui m'a indiqué qu'elle n'avait aucune idée du poids de ce qu'elle disait, a commenté qu'une dame était passée à l'accueil de la salle de réveil pour demander de mes nouvelles plus tôt. J'ai demandé à quoi elle ressemblait. L'infirmière l'a décrite, grande, cheveux noirs, bien habillée, parfumée. C'était Camilla. Elle était donc venue. Elle s'était présentée. Une partie de moi voulait se sentir soulagée, mais quelque chose dans la façon dont l'infirmière l'a raconté, toute cette légèreté de quelqu'un qui donne une information sans importance, m'a fait demander ce qui s'était passé ensuite. L'infirmière a dit que la dame avait posé quelques questions à l'accueil, qu'elle avait parlé à l'agent pendant quelques minutes, puis qu'elle était partie. J'ai demandé si elle avait laissé un message. L'infirmière a vérifié le dossier, a vérifié une feuille de papier sur le presse-papier, m'a regardé avec une expression qui tentait d'être neutre mais n'y parvenait pas complètement. Il n'y avait pas de message. Je suis resté silencieux. Elle était allée à l'hôpital, était arrivée à l'accueil de la salle de réveil à quelques mètres de l'endroit où je gisais sur un brancard sortant d'une opération à cœur ouvert, et était partie. Sans message, sans attendre, sans rien. Ce n'est que plus tard, quand mon frère Pedro est arrivé et est resté à mes côtés pendant qu'on me transférait de nouveau dans la chambre, que j'ai compris ce que Camilla était venue faire là-bas. Pedro est resté silencieux plus longtemps qu'il ne le reste habituellement avant de me le dire. Je connaissais le silence de mon frère. Je pouvais distinguer le silence de quelqu'un qui pense du silence de quelqu'un qui retarde.
C'était le second type. Je lui ai dit de parler. Il a pris une profonde inspiration. Il a dit que quand il est arrivé à l'hôpital, la réceptionniste de l'étage lui avait mentionné, sans savoir qu'il était mon frère, que la femme du patient de la chambre était passée tôt le matin. Qu'elle avait parlé à l'agent d'admission, qu'elle avait posé des questions sur les biens gardés dans le coffre-fort de la chambre, le portefeuille, la montre et la carte d'assurance maladie que j'avais laissée dans le sac lors de mon enregistrement. Elle avait dit qu'elle était la personne responsable et qu'elle devait régler certains problèmes. Elle avait pris la carte et était partie. J'ai entendu ça, allongé sur le brancard, poussé dans le couloir, et je n'ai rien dit. J'ai juste regardé le plafond défiler au-dessus de moi, ces luminaires blancs se succédant à un rythme constant, et j'ai essayé d'organiser ce que je ressentais dans un endroit où ça tiendrait sans déborder. Pedro a dit mon nom, a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui. Mais pendant que je disais ça, quelque chose se solidifiait en moi. Ce n'était pas de la colère, pas cette colère chaude qui explose et fait du bruit. C'était autre chose, de plus froid, de plus silencieux. Plus une conclusion qu'une émotion. Elle n'était pas venue me voir. Elle était venue pendant que j'étais sur la table d'opération, au moment où je pouvais le moins réagir ou questionner quoi que ce soit, et avait utilisé cette fenêtre pour régler ce qu'elle avait besoin de régler. Elle avait utilisé le rôle de personne responsable, qui techniquement était encore le sien, pour accéder à des choses qui, en pratique, n'étaient plus les siennes au sein de ce mariage qu'elle-même avait terminé la veille par message. Il y avait une froideur de planification là-dedans qui était difficile à affronter. Non pas parce que je n'avais pas de soupçon, mais parce que voir un soupçon devenir un fait porte un poids différent. C'est la différence entre imaginer qu'on va tomber et sentir le sol disparaître. Pedro est resté à mes côtés pendant qu'on m'installait de nouveau dans la chambre. Il a parlé à l'infirmière, a signé des choses qui devaient être signées, a posé des questions sur les médicaments et les soins post-opératoires avec cette attention pratique de quelqu'un qui ne sait pas exprimer son affection par des mots, mais qui trouve d'autres moyens de montrer qu'il est présent. De l'autre côté du rideau bleu, il y avait le silence. J'ai demandé discrètement à l'infirmière des nouvelles de la patiente du lit d'à côté. Elle a rapidement vérifié le dossier et a dit que la dame avait subi sa procédure plus tôt dans la journée et qu'elle se reposait. Donna Teresa avait donc aussi subi une opération pendant que j'étais dans la mienne. Tous les deux du même côté, chacun dans sa propre bataille, séparés par un rideau bleu et par des histoires qui s'étaient croisées par hasard à une aube d'hôpital. Pedro est resté 1 heure de plus, puis est allé chercher ses enfants à l'école, me faisant promettre de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, à n'importe quelle heure. J'ai promis. Il est parti avec sa manière à lui de partir sans réussir à partir. S'arrêtant à la porte, revenant pour ajuster un oreiller qui n'avait pas besoin d'être ajusté, inventant une raison de plus pour rester quelques minutes. Quand la chambre est devenue silencieuse, je suis resté à regarder la perfusion dans mon bras, les poches suspendues au poteau, la fenêtre qui montrait un bout de ciel commençant à virer à l'orange avec la fin de l'après-midi. Puis je me suis souvenu que la carte que Camilla avait prise n'était pas seulement la carte d'assurance maladie. C'était la carte d'assurance maladie liée au compte joint, le compte qui détenait l'argent que j'avais mis de côté pour couvrir les frais post-opératoires, les rendez-vous de suivi, les médicaments que le médecin m'avait déjà prévenu seraient chers les premiers mois. J'ai attrapé mon téléphone, la main encore lourde de l'anesthésie, et j'ai ouvert l'application de la banque. Le solde était inférieur de plus de la moitié à ce qu'il aurait dû être. Je suis resté à regarder ce chiffre pendant un long moment. Et c'est précisément à ce moment-là que, de l'autre côté du rideau bleu, j'ai entendu une voix douce, un peu rauque, de quelqu'un qui venait de se réveiller d'un lourd sommeil médicamenteux. Donna Teresa a dit, « Vous êtes revenu ?» J'ai répondu, « Je suis revenu. » Elle a dit qu'elle savait que je reviendrais. Et malgré tout ce que j'avais découvert ce jour-là, malgré le solde à moitié et la carte manquante et les affaires que Camilla avait récupérées pendant que ma poitrine était ouverte sur une table d'opération, ces 2 mots, prononcés de l'autre côté d'un rideau bleu par une femme que je connaissais à peine, pesaient plus que tout le reste. Parce qu'ils étaient vrais. Et je commençais à réaliser à quel point la vérité avait été rare dans ma vie depuis bien trop longtemps. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce qui allait se passer quand Camilla reviendrait. Et elle reviendrait. Je connaissais Camilla. Il y avait des comptes à régler, des papiers à signer, une séparation à gérer de la manière organisée et froide dont elle gérait tout ce qu'elle décidait de terminer. Elle reviendrait. Elle ne savait juste pas ce qu'elle allait trouver en arrivant. Il y a une sorte d'épuisement qui n'est pas physique. C'est l'épuisement de quelqu'un qui a trop traité en trop peu de temps,
de quelqu'un qui a subi une opération à cœur ouvert en une journée, a découvert que sa femme était passée à l'hôpital pour prendre une carte pendant qu'il était sur la table, et qui devait encore continuer à respirer. À répondre quand l'infirmière demandait la douleur sur une échelle de 1 à 10, à continuer d'exister comme si le sol n'avait pas complètement disparu. C'était mon épuisement cette nuit-là. J'étais allongé sur le dos, le plafond de la chambre me fixant de la manière différente dont les plafonds d'hôpitaux fixent tout le monde. Et j'essayais de ne penser à rien de spécifique, parce que penser à quelque chose de spécifique menait au même endroit, au solde bancaire, au bien récupéré, au message auquel je n'avais toujours pas répondu et qui restait rangé dans le tiroir avec le téléphone. De l'autre côté du rideau, Donna Teresa s'était réveillée il y a quelque temps, mais était silencieuse. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui dort. C'était le silence de quelqu'un qui est réveillé, qui pense, et qui choisit de ne pas remplir l'espace juste parce qu'il le peut. J'ai appris à distinguer ça chez elle en moins de 24 heures. Elle était le genre de personne qui n'avait pas peur du silence, qui n'avait pas besoin de couvrir chaque pause d'un mot, qui ne confondait pas le bruit avec la présence. C'est elle qui a parlé la première. Elle a demandé doucement si j'avais réussi à manger quelque chose depuis mon retour. J'ai dit que l'infirmière avait apporté un bouillon plus tôt, que j'avais mangé à moitié. Elle a dit que le bouillon d'hôpital était une offense au concept de bouillon et que, dès ma sortie, elle espérait que quelqu'un me ferait une vraie soupe. J'ai presque souri. Presque. J'ai demandé comment elle allait, comment s'était passée sa procédure. C'était la première fois que je le demandais directement. Elle a fait une pause avant de répondre, comme si elle décidait de ce qu'elle allait dire. Elle a dit que ça s'était bien passé, que c'était quelque chose qu'elle savait devoir régler depuis un certain temps et qu'elle avait reporté plus qu'elle n'aurait dû, comme on le fait avec les choses que l'on a peur d'affronter. Elle a dit que le plus dur n'était pas la procédure elle-même, mais l'anticipation, cette période avant où l'imagination travaille contre nous et fabrique des scénarios qui ne correspondent presque jamais à ce qui se passe réellement. J'ai dit que je comprenais, et je comprenais vraiment. Elle a demandé si j'avais dormi après mon retour dans la chambre. J'ai dit que j'avais somnolé pendant environ 40 minutes, mais que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Elle a dit que c'était normal, que le corps traitait beaucoup de choses en même temps et qu'insister pour dormir quand l'esprit ne le voulait pas était un combat que nous perdions généralement. Nous avons continué à parler comme ça, avec cette légèreté fonctionnelle que nous développons lorsque nous sommes des deux côtés d'un rideau et que nous n'avons pas grand-chose d'autre à faire que de parler et d'écouter. Elle m'a parlé de sa fille qui était passée l'après-midi, avant nos opérations, et qui devait revenir le lendemain. Elle parlait d'elle avec une affection particulière, le genre d'affection qui contient des inquiétudes qui ne sont pas dites à voix haute, mais qui apparaissent dans les pauses. J'ai demandé si sa fille vivait à proximité. Elle a dit qu'elle vivait à Sao Paulo. Que c'était une femme très occupée, très compétente, très dévouée à son travail. Elle a dit cela avec une fierté qui avait une ombre de solitude à l'intérieur. De la manière dont les parents parlent des enfants qui ont grandi, qui sont partis loin et qui ont tout fait correctement. Et même ainsi, la distance fait mal, d'une manière dont personne n'est responsable mais que tout le monde ressent. J'ai reconnu cette ombre. Elle était similaire à celle que je portais quand je pensais au silence qui s'était installé dans l'appartement ces dernières années. Puis, la porte de la chambre s'est ouverte. Ce n'était pas une infirmière. Les pas étaient différents, plus rapides, avec cette cadence spécifique de talons que j'avais appris à reconnaître en 15 ans. C'était Camilla. Elle est entrée avec une énergie que je n'attendais pas. Pas l'énergie de quelqu'un qui est gêné ou plein de remords, mais l'énergie de quelqu'un qui a une liste de choses à régler et qui est déterminé à les régler avant la tombée de la nuit. Elle était habillée comme l'infirmière de la salle de réveil l'avait décrite. Parfumée, avec un sac au bras que j'ai reconnu comme étant trop cher pour une visite à l'hôpital, ce qui me disait qu'elle venait directement d'ailleurs. Elle m'a vu allongé dans le lit, a fait un geste de la tête difficile à classifier. Ce n'était pas du soulagement, ni de l'affection. C'était quelque chose de plus proche de la confirmation, comme quelqu'un qui coche une case sur une liste. Elle a dit que j'avais bonne mine pour quelqu'un qui venait de sortir d'une opération. Je n'ai pas répondu. Elle a tiré la chaise en plastique à côté du lit et s'est assise avec cette posture de réunion, dos droit, sac sur les genoux, regard direct. Elle a dit que nous devions parler de choses pratiques, de l'appartement, du conjoint, de sa part dans l'entreprise que nous avions ouverte ensemble des années auparavant. Je suis resté silencieux, non pas parce que je planifiais quoi que ce soit, ni parce que j'étais stratégique. C'était ce silence de quelqu'un qui ne trouve pas de mots à la hauteur de ce qu'il ressent, et qui décide de ne pas le simuler avec des mots plus petits.
Elle a parlé pendant quelques minutes de choses que j'entendais comme si elles étaient dites dans une autre langue. Pourcentage, document, délai, le nom d'un avocat qu'elle avait déjà consulté. Sa voix était contrôlée, professionnelle, celle qu'elle utilisait en réunion quand elle voulait faire comprendre qu'elle maîtrisait la situation. Et puis, elle a regardé sur le côté. Je ne sais pas ce qui l'a fait regarder. Peut-être qu'elle avait remarqué le rideau, peut-être qu'elle avait entendu un mouvement. Peut-être que c'était juste le réflexe de quelqu'un qui vérifie la pièce avant de continuer à parler. Elle a regardé sur le côté, a vu le rideau bleu, et a vu, par la fente en dessous, les pieds de Donna Teresa dans le lit d'à côté. Cela n'aurait dû rien signifier. C'était juste un rideau, juste une patiente dans le lit d'à côté, juste une chambre d'hôpital partagée comme des milliers d'autres dans le pays. Il n'y avait aucune raison pour que cela change quoi que ce soit. Mais le visage de Camilla a changé. C'était subtil, rapide, le genre de changement que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Mais j'avais 15 ans d'expérience dans la lecture de ce visage. J'ai vu la ligne de ses lèvres se raidir. J'ai vu ses yeux cligner une fois de plus que la normale. J'ai vu là maintenant le sac serrer la lanière en cuir un peu plus fort. Elle a ramené son regard sur moi, a essayé de reprendre le fil de la conversation sur les documents, mais le rythme avait changé. Il y avait une nouvelle tension dans la pièce qui n'était pas là quelques secondes auparavant. C'est à ce moment-là que l'infirmière est entrée. La même que d'habitude, celle que je connaissais déjà du service, celle avec la barrette jaune dans les cheveux et qui m'avait parlé du passage de Camilla en salle de réveil. Elle est entrée pour le contrôle de routine, a vérifié la perfusion, a écrit dans le dossier, puis son regard s'est naturellement porté sur le lit d'à côté, vérifiant le lit de l'autre patiente dans le cadre du protocole. Et elle s'est arrêtée une fraction de seconde. Elle s'est arrêtée comme quelqu'un qui calibre quelque chose intérieurement. Puis elle a fait 2 pas vers Camilla avec une discrétion presque cérémonieuse et a parlé à voix basse, très basse, de cette manière de quelqu'un qui ne veut pas que les mots voyagent loin. Elle a dit, « Avez-vous la moindre idée de qui se trouve dans le lit à côté de votre mari ?» Camilla a fixé l'infirmière, puis a regardé le rideau. Et ce qui s'est passé sur son visage à ce moment-là était quelque chose que je n'avais pas vu en 15 ans de mariage. Ce n'était pas une surprise ordinaire. C'était ce type de surprise spécifique qui ne se produit que lorsque quelqu'un réalise en un seul instant qu'une pièce qui était mal placée était en fait exactement là où elle devait être, et que cela change tout le jeu. La couleur a quitté son visage d'une manière qu'aucun maquillage ne pouvait corriger. Elle a continué à me regarder. Je l'ai regardée en retour et je n'ai rien dit, parce que je n'en avais pas besoin. Si vous suivez cette histoire et que vous avez ressenti quelque chose, partagez-la maintenant avec quelqu'un que vous aimez. Laissez votre commentaire ci-dessous. Que feriez-vous à ma place? Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il reste encore plus de la moitié. Et ce qui suit est ce que personne d'entre nous n'attendait. Le silence qui est resté dans la chambre après le départ de l'infirmière était différent de tous les silences que j'avais vécus ces 2 derniers jours. Et j'en avais vécu beaucoup. Le silence du message lu à 23 heures. Le silence du tiroir fermé avec le téléphone à l'intérieur. Le silence de l'aube tandis que Donna Teresa respirait de l'autre côté du rideau. Le silence de la salle de réveil quand j'ai ouvert les yeux et qu'il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que j'étais en vie. Mais celui-ci était autre. Celui-ci avait Camilla au milieu. Elle est restée assise sur la chaise en plastique à côté de mon lit, son sac sur les genoux, ses yeux allant du rideau bleu à moi, et de mon visage au rideau, dans un mouvement qu'elle essayait clairement de contrôler et qu'elle échouait complètement à maîtriser. La posture de réunion avait disparu. La colonne vertébrale qui était droite avait maintenant une tension différente, non pas la tension de quelqu'un qui commande, mais de quelqu'un qui recalcule quelque chose d'urgence en essayant de s'assurer que personne ne le remarque. Je l'ai regardé faire, non pas avec satisfaction, ni avec colère, mais avec une sorte de distance que je ne savais pas que j'étais capable d'avoir avec elle. Une distance qui était probablement là depuis plus longtemps que je ne me l'étais avoué, et que seulement maintenant, allongé dans un lit d'hôpital avec la poitrine endolorie et un solde bancaire à moitié, je pouvais voir clairement. Elle a ramené sa voix là où elle était avant. Elle a dit qu'elle me parlait des documents, de l'appartement, de la question de l'entreprise. Elle a dit que ce serait plus simple pour tout le monde si nous réglions les choses à l'amiable, sans avoir besoin d'un long procès, sans usure inutile. À l'amiable. J'ai gardé ce mot dans ma tête un moment. J'ai pensé à l'amiable. J'ai pensé à ce que signifiait, à l'amiable, venant de quelqu'un qui avait envoyé un message de divorce la veille d'une opération,
qui était passé à l'hôpital pendant que j'avais la poitrine ouverte pour récupérer une carte bancaire? Qui avait vidé la moitié d'un compte que j'avais mis de côté pour financer ma propre convalescence? Je n'ai rien dit de tout ça, non pas parce que j'étais calculateur, mais parce qu'aucun de ces mots n'a atteint ma bouche. Ils sont tous restés bloqués quelque part entre la pensée et la parole, dans un endroit où les choses restent quand elles sont trop grandes pour sortir d'un coup. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. Je l'ai regardé, vraiment regardé, de la manière dont on ne regarde plus les gens que l'on connaît depuis longtemps parce que la familiarité anesthésie l'attention. J'ai regardé comme si je voyais quelqu'un pour la première fois, ou peut-être la dernière. Je ne saurais dire lequel des deux était le plus vrai à ce moment-là. Et je n'ai pas détourné le regard. Camilla était une femme qui connaissait le poids du regard. Elle savait utiliser le sien pour faire pression, pour mettre fin à des discussions, pour communiquer des choses qu'elle ne voulait pas mettre en mots. En 15 ans de mariage, elle avait rarement été la première à détourner le regard lors d'un échange de regards entre nous. Cette fois, elle a détourné le regard. Elle a regardé sur le côté, le sol, le sac sur ses genoux, puis a de nouveau regardé le rideau. Je pouvais dire, à la façon dont elle regardait le rideau, que la question de l'infirmière résonnait encore en elle. Avez-vous la moindre idée de qui se trouve dans le lit à côté de votre mari? Cette question était entrée par une fissure et prenait de la place, et elle n'arrivait pas à la repousser. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Elle a demandé, avec une légèreté forcée qui ne trompait personne, qui était la patiente du lit d'à côté. J'ai laissé la question en suspens quelques secondes. J'ai dit que c'était une dame qui m'avait tenu compagnie la nuit précédente. Camilla a hoché la tête lentement, comme si l'information était suffisante, mais son visage disait le contraire. Son visage disait que ce n'était pas suffisant, qu'il y avait quelque chose qu'elle essayait de confirmer ou d'écarter, et que ma réponse avait laissé les deux possibilités ouvertes en même temps. Elle m'a de nouveau regardé, et j'ai réalisé à ce moment-là que, pour la première fois depuis longtemps, elle me regardait vraiment, elle aussi. Non pas avec la distraction de quelqu'un qui partage son attention entre la personne en face et les pensées dans sa propre tête, mais avec une attention réelle, inconfortable. Le genre qui apparaît lorsque les circonstances nous sortent du pilote automatique. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui me voyait comme un mari. C'était le regard de quelqu'un qui essayait de comprendre ce qu'elle avait perdu de vue. La différence entre les deux m'a frappé d'une manière inattendue. Non pas comme un soulagement, ni comme une victoire, mais comme une tristesse silencieuse. Le genre qui ne fait pas de bruit mais prend beaucoup de place. Elle a recommencé à parler, est revenue au document, à l'avocat, à la question de l'appartement qui était à nos deux noms et qui nécessitait une décision. Elle a dit qu'il y avait une proposition raisonnable que je pourrais examiner dès ma sortie, qu'elle n'était pas pressée, mais qu'il valait mieux régler ça rapidement pour que les deux puissent passer à autre chose. Passer à autre chose. Une autre expression qui est restée en suspens. J'ai pensé à tout ce dont je passais à autre chose sans elle depuis un certain temps déjà, sans qu'aucun de nous ne l'ait nommé. Les nuits seules, les dîners seuls, le diagnostic que j'avais reçu et porté pendant des jours avant de lui en parler, parce que quelque chose en moi savait déjà, avant de le savoir consciemment, qu'elle n'allait pas porter ce poids avec moi. Camilla était assez intelligente pour remarquer que j'étais silencieux d'une manière différente du silence qu'elle avait l'habitude de voir chez moi. Le silence d'avant était celui de quelqu'un qui absorbe, traite, puis répond. Celui-ci était autre, plus profond, plus stable, moins perméable. Elle a légèrement changé de ton, est devenue un peu moins, réunion, un peu plus, conversation. Elle a dit qu'elle comprenait que le moment était difficile, qu'elle regrettait que les choses en soient arrivées à ce point, que ce n'était pas personnel, que c'était une question de projet de vie incompatible. Une expression qui sonnait si répétée que je me suis demandé combien de fois elle avait pratiqué cette phrase avant de me la dire. Je suis resté silencieux, et elle a continué à parler, remplissant l'espace que je laissais, sans se rendre compte que chaque mot qu'elle ajoutait en révélait plus qu'elle ne l'entendait. Elle a parlé de son avenir avec une spécificité qui me disait qu'elle avait déjà beaucoup planifié avant cette conversation. Des projets professionnels, une possibilité de déménager dans une autre ville qu'elle avait mentionnée comme une hypothèse, mais qui, à la façon dont elle la décrivait, était plus proche d'une décision que d'une possibilité. J'ai tout entendu et j'ai commencé à comprendre, pièce par pièce, que cette conversation ne visait pas à clore un mariage. Elle visait à clore un chapitre qu'elle avait déjà terminé bien avant de m'envoyer ce message. J'étais la dernière étape administrative d'une décision prise il y a longtemps. J'étais le dernier à savoir. Ça faisait mal. Je ne mentirais pas.
Ça faisait mal. Mais la douleur avait une qualité différente de ce que j'attendais. C'était une douleur propre, presque chirurgicale, le genre qui apparaît quand on arrête enfin d'éviter une vérité et qu'on la regarde en face. Ça fait moins mal que l'anticipation. Ça fait mal d'une manière qui finit par passer. Camilla a fait une pause, et dans cette pause, de l'autre côté du rideau bleu, il y a eu un mouvement. Le son de quelqu'un qui s'installe dans le lit, une respiration plus profonde de quelqu'un qui est réveillé et qui se réajuste. Camilla a de nouveau regardé le rideau, cette fois plus longtemps. Il y avait une question sur son visage qu'elle n'arrivait pas à formuler ou qu'elle n'avait pas le courage de formuler. Une question que l'infirmière avait plantée avec cette phrase chuchotée et qui avait grandi depuis dans un coin de sa tête qu'elle ne pouvait pas fermer. Elle a ouvert la bouche. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, le rideau a légèrement bougé. Il ne s'est pas ouvert. Il a juste bougé de la manière dont les rideaux d'hôpital bougent quand quelqu'un de l'autre côté touche le poteau, étend un bras, ou simplement change de position dans le lit. Mais c'était suffisant. Assez pour que, par la fente inférieure du rideau, Camilla voit le sol de l'autre côté, la pantoufle d'hôpital, l'ourlet de la blouse bleu clair, et sur la table de chevet à côté du lit, qu'elle a reconnu immédiatement, un porte-carte de visite. Un de ces porte-cartes en cuir foncé avec un logo doré. Je savais qu'elle le reconnaissait parce que tout le monde dans son cercle le reconnaissait. J'ai vu le moment exact où cela s'est enregistré sur le visage de Camilla. Ce n'était pas dramatique. C'était presque invisible. Une contraction minimale autour des yeux, une déglutition sèche, un moment d'immobilité absolue qui a duré peut-être 2 secondes, mais qui a semblé beaucoup plus long. Elle m'a regardé avec un regard que je ne savais pas nommer et que je n'avais jamais vu sur elle auparavant. Et j'ai compris qu'elle était arrivée seule à la réponse à la question que l'infirmière avait posée. Le sourire qu'elle avait apporté dans la pièce avait disparu il y a quelques minutes, mais seulement maintenant, je voyais qu'il ne reviendrait pas. Elle a ouvert la bouche une fois, l'a refermée, a ajusté le sac à son bras, s'est levée de la chaise avec ce sang-froid de quelqu'un qui a été entraîné toute sa vie à ne pas laisser paraître ce qu'il ressent en public, même quand le public est une seule personne. Même quand cette personne est le mari qui vient de sortir d'une opération à cœur ouvert. Elle a dit que nous devions tous les deux nous reposer, qu'elle me contacterait pour les documents, s'est tournée et s'est dirigée vers la porte. Et j'ai réalisé, en regardant cette sortie, qu'en 20 ans d'histoire partagée, en comptant les 3 de fréquentation, je n'avais jamais vu Camilla quitter un endroit sans avoir le dernier mot. Elle n'a plus rien dit, elle est juste partie. La porte s'est fermée avec ce son étouffé spécifique aux portes d'hôpital, et la chambre est redevenue silencieuse. Je suis resté à regarder la porte fermée un moment, puis, de l'autre côté du rideau bleu, la voix de Donna Teresa est venue, calme, sans hâte, sans jugement d'aucune sorte. Elle a dit, elle est partie? J'ai répondu que oui. Elle est restée silencieuse quelques instants, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit qu'elle était désolée. Non pas pour la fin du mariage, ni pour la situation, mais parce que personne ne méritait de découvrir certaines choses sur certaines personnes de la manière dont je les avais découvertes. Que c'était un deuil, même si ce qui était mort l'était depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Cela m'a atteint d'une manière différente de tout ce qui avait été dit auparavant, parce que ce n'était pas de la consolation, c'était de la reconnaissance. Et il y a une énorme différence entre les deux, que je n'ai comprise que lorsque j'ai enfin reçu la seconde. Je suis resté silencieux un long moment après ça. Quand une infirmière est entrée plus tard pour le contrôle de nuit, elle m'a regardé avec cette attention professionnelle qui porte parfois plus de soins humains qu'il n'y paraît et a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Mais alors qu'elle partait, j'ai réalisé qu'il y avait une question que je n'avais toujours pas posée. Une question qui était en suspens depuis l'aube précédente, quand j'étais entré dans cette salle d'opération avec elle résonnant au fond de ma tête. Donna Teresa était hospitalisée, mais pourquoi? Je connaissais son nom, je connaissais sa fille, son petit-fils, le gâteau à la semoule de maïs, ses 63 ans et les choses qu'elle avait apprises en eux. Mais je ne savais pas ça. Et soudain, pour une raison que je ne pouvais pas expliquer, j'ai senti que la réponse à cette question était plus importante que tout ce qui s'était passé ce jour-là. Plus importante même que ce qui s'était passé quand Camilla avait vu le porte-carte de visite sur cette table de chevet. Parce que je commençais à réaliser que la femme de l'autre côté de ce rideau n'était pas dans cette chambre par hasard, et que l'histoire que je pensais vivre avait une dimension que je n'avais pas encore réussi à voir pleinement. Il y a des questions que nous reportons sans savoir que nous les reportons. Pas par peur, exactement. Pas par paresse, mais parce qu'une partie de nous se rend compte,
avant que la partie consciente ne s'en rende compte, que la réponse va changer quelque chose. Et tant que la question n'est pas posée, tant que la réponse n'existe pas à voix haute, le monde peut encore être ce qu'il était avant. Nous gagnons un temps qui n'existe pas, mais nous le gagnons, parce que c'est ce que nous avons. J'avais passé 2 jours dans cette chambre sans demander à Donna Teresa pourquoi elle était hospitalisée. Je lui avais parlé de mariage, d'abandon, de gâteaux à la semoule de maïs et d'enfants qui vivent loin et de silence qui parlent plus fort que les mots. J'avais accepté un morceau de gâteau de sa part à 3 heures du matin. J'avais dormi plus paisiblement parce qu'elle était de l'autre côté d'un rideau. J'étais allé en chirurgie en emportant la phrase qu'elle avait dite sans savoir que je l'emportais avec moi. Et je n'avais jamais demandé ce qui l'amenait là. Cette nuit-là, après le départ de Camilla et que la chambre est devenue silencieuse de cette manière spécifique dont les chambres le deviennent quand une présence inconfortable se retire, j'ai posé la question. J'ai d'abord dit son nom. Donna Teresa. De la manière dont on le fait quand on veut s'assurer que la personne est réveillée et réceptive avant d'ouvrir quelque chose. Elle a dit qu'elle était réveillée. J'ai demandé pourquoi elle était hospitalisée. Il y a eu une pause, pas longue, mais présente. Le genre de pause qui existe quand une personne décide non pas si elle va répondre, mais comment. Elle a dit que c'était un contrôle de routine. Qu'elle avait un cœur qui nécessitait une attention périodique et qu'elle avait appris à ne pas ignorer ce que son corps demandait. Que c'était une leçon tardive, mais qu'au moins, elle était arrivée. J'ai dit que je comprenais. Elle est restée silencieuse quelques instants, puis a dit qu'il y avait une autre réponse à cette question, une réponse plus honnête, si je voulais l'entendre. J'ai dit que je le voulais. Elle a dit qu'elle était venue parce qu'elle avait besoin de se souvenir. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'elle avait travaillé avec des hôpitaux pendant plus de 30 ans. Que quand on passe assez de temps à l'extérieur d'une structure, à gérer, décider, planifier, on commence à voir une feuille de calcul là où l'on devrait voir une personne. Que de temps en temps, elle demandait une simple hospitalisation. Rien de grave. Un contrôle qui pourrait très bien être fait en ambulatoire, mais qu'elle choisissait de faire hospitaliser pour passer quelques jours à l'intérieur, pour se souvenir de ce que c'était que d'être de l'autre côté. J'ai traité ça en silence. J'ai demandé ce qu'elle faisait exactement avec les hôpitaux. Elle a dit qu'elle possédait un réseau qui avait commencé petit, il y a de nombreuses années, avec un seul hôpital dans l'intérieur de Sao Paulo, et qui avait grandi au fil des décennies pour devenir l'un des plus grands réseaux privés du pays. Je suis resté silencieux. Elle a dit le nom du réseau avec le naturel de quelqu'un habitué à une information qui est grande pour les autres, mais qui pour elle est devenue quotidienne. Je connaissais le nom. Tous ceux qui travaillaient avec l'infrastructure au Brésil connaissaient ce nom. C'était l'un des réseaux les plus respectés du secteur, avec des unités dans plus de 12 États, avec un programme d'expansion qui avait fait la une des principaux magazines d'affaires du pays ces dernières années. Donna Teresa Drummond. J'avais entendu ce nom en réunion, dans les conversations de couloir, dans les présentations de propositions. C'était un nom qui circulait dans les cercles que j'avais fréquentés pendant 15 ans de ma carrière dans l'infrastructure, toujours avec ce poids spécifique que les noms acquièrent lorsqu'ils représentent quelque chose de plus grand que la personne. Et elle avait passé 2 jours à côté de moi, mangé le même mauvais bouillon d'hôpital, dormi avec le rideau bleu entre nous, m'avait offert du gâteau à la semoule de maïs à 3 heures du matin et dit que qui abandonne quelqu'un de malade n'a jamais été vraiment là. Avec le même calme qu'elle dirait n'importe quoi d'autre. Je ne savais pas quoi dire. Elle a dit qu'elle savait que l'information arrivait d'une manière qui pouvait sembler trop grande. Qu'elle ne me l'avait pas dit plus tôt parce que ce n'était pas pertinent plus tôt. Que dans cette chambre, elle était juste Teresa, une dame aux cheveux blancs avec un cœur qui avait besoin d'un contrôle et un gâteau à la semoule de maïs que sa fille avait apporté. Et que c'était ainsi qu'elle aimait être hospitalisée, sans le poids du nom, sans la distance que la position créait entre elle et les gens autour. J'ai dit que je comprenais, et je comprenais vraiment. Il y avait une logique humaine là-dedans qui avait un sens complet pour moi, qui avait passé toute ma vie à essayer de séparer ce que j'étais de ce que je faisais, avec un succès variable. Mais il y avait une autre pièce qui se mettait en place pendant qu'elle parlait, et que je n'avais pas encore mise en mots à voix haute. Camilla travaillait dans une grande entreprise, une entreprise du secteur des services avec un programme de développement qui avait financé son 3e cycle des années auparavant, qui avait été le tremplin de sa carrière. Qu'elle mentionnait avec ce mélange spécifique de gratitude et d'appartenance de quelqu'un qui sait qu'il doit une bonne partie de ce qu'il a construit à une structure plus grande que lui. Je connaissais le nom de cette entreprise.
Je l'avais entendu tant de fois au fil des ans que je le connaissais sans avoir besoin de réfléchir. Et je le savais parce qu'il était impossible de travailler dans l'infrastructure hospitalière au Brésil sans savoir que le réseau de Dona Teresa était le principal investisseur de ce groupe d'entreprises. Qu'il y avait un lien historique entre les deux structures, construit au fil des décennies, ce qui plaçait Dona Teresa dans une position bien au-delà d'un partenaire commercial. Elle était actionnaire majoritaire. La femme qui m'avait offert du gâteau à la semoule de maïs à 3 heures du matin pendant que je lisais un message de divorce était l'actionnaire majoritaire de l'entreprise qui avait formé ma femme, qui payait son salaire. Qui définissait son avenir professionnel avec l'autorité silencieuse de quelqu'un qui signe les plus gros chèques. Je suis resté au lit à traiter ça aussi longtemps que j'en ai eu besoin. Dona Teresa n'a rien dit d'autre pendant quelques minutes, comme si elle savait que je réorganisais quelque chose intérieurement et que ce processus avait besoin d'espace. Quand j'ai de nouveau parlé, j'ai demandé si elle était au courant pour Camila. Elle a fait une courte pause. Elle a dit qu'elle avait compris, d'après ce qu'elle avait entendu la nuit précédente et ce qu'elle avait vu cet après-midi, qui était la femme qui était entrée dans la chambre. Que dans le cercle où elle évoluait, certaines personnes étaient connues par leur nom et leur comportement, et que Camila en faisait partie. Qu'il y avait des choses qui parvenaient à son attention, non pas parce qu'elle les cherchait, mais parce que la position qu'elle occupait les faisait arriver jusqu'à elle. Je n'ai pas demandé quelles étaient ces choses. Je n'en avais pas besoin. Il y avait assez de confirmation dans cette réponse pour que je comprenne que l'image que Camila projetait au sein de l'entreprise ne correspondait pas complètement à ce que j'avais vécu à la maison, et que peut-être cette distance était connue de plus de personnes que je ne l'avais imaginé. Dona Teresa a dit quelque chose alors qui est resté. Elle a dit que quand elle était entrée dans la chambre cet après-midi, elle n'avait rien fait. Elle n'avait pas attiré l'attention, ne s'était pas présentée, n'avait pas dit un mot au-delà de ce qu'elle dirait à n'importe qui d'autre dans cette situation. Que le malaise de Camila venait de ce qu'elle apportait avec elle, pas de ce que Dona Teresa avait fait. Elle a dit, la conscience fait un travail que nous n'avons pas besoin de faire à sa place. Je suis resté silencieux un long moment après ça, puis j'ai dit qu'il y avait une chose que je devais comprendre. Que tout ça, la chambre partagée, le rideau, la conversation de fin de soirée, le gâteau à la semoule de maïs, semblait trop grand pour être une coïncidence et trop petit pour être autre chose. Elle a dit que la vie était rarement une coïncidence ou le destin. Que la plupart du temps, c'était simplement ce qui se passait quand nous étions prêts à être vraiment présents à l'endroit où nous étions, au lieu d'avoir la tête ailleurs pendant que notre corps occupait l'espace. Elle a dit qu'elle avait demandé à être admise dans cette aile spécifique parce que c'était l'aile qu'elle connaissait le moins dans l'unité. Qu'elle était arrivée l'après-midi précédent sans prévenir personne de l'administration, sans protocole spécial, juste avec son sac, son livre et le gâteau que sa fille avait fait. Que le lit à côté d'elle était vide quand elle est arrivée, et que j'étais arrivé quelques heures plus tard. Et c'était tout. C'était tout ce qu'il y avait. Parfois, la vie met la bonne personne au bon endroit parce que les deux avaient besoin d'être là. Et la seule chose extraordinaire au milieu de tout ça, c'est que nous étions assez ouverts pour que cela se produise. J'ai fixé le plafond un moment. Puis j'ai dit que j'avais une faveur à demander. Que c'était une grande faveur et qu'elle n'était nullement obligée de la considérer, mais que j'allais demander quand même, parce qu'il y avait quelque chose dans ces 2 jours qui m'avait appris que parfois, demander est le plus grand acte de courage qui soit. Elle a dit que je pouvais demander. J'ai dit que la semaine suivante, quand je sortirais et que je commencerais le processus de réorganisation de tout ce qui devait être réorganisé, j'allais avoir besoin d'une conversation sérieuse avec un avocat sur l'entreprise que Camila et moi avions construite ensemble. Qu'il y avait là un véritable actif, des années de travail, des contrats, des clients, une structure que j'avais aidé à créer et qu'elle traitait comme faisant partie d'une liquidation rapide. Que je ne savais pas encore ce que je voulais en faire, mais que j'avais besoin des conseils de quelqu'un qui comprenait vraiment le marché. Dona Teresa est restée silencieuse quelques instants, puis a dit que ce n'était pas une faveur, c'était une conversation. Qu'elle en avait eu beaucoup en 70 ans de vie et qu'une de plus ne lui pèserait pas. Elle a dit que quand nous serions tous les deux sortis, elle me donnerait le contact de la personne à qui je devais parler. Et elle l'a dit avec une simplicité qui était l'exact opposé de tout ce que Camila avait mis cet après-midi sur la chaise en plastique à côté de mon lit. Sans condition, sans agenda, sans ce sentiment qu'il y a un coup caché dans chaque geste qui met du temps à apparaître. Juste une personne disant qu'elle aiderait parce qu'elle le pouvait et parce qu'elle le voulait. J'ai dit « merci ». Elle a dit que je pouvais arrêter de la remercier, que nous avions déjà conclu ce marché la nuit précédente avec le gâteau à la semoule de maïs, et que le gâteau était payé. J'ai ri.
Le genre de rire qui ne sort que lorsque nous sommes si fatigués et si soulagés en même temps que le corps ne sait plus quelle émotion mettre en avant. Dehors, la nuit était sombre. Le couloir était silencieux en arrière-plan. La télévision du poste des infirmières continuait avec son son bas. Toujours cette présence de fond constante que l'hôpital maintenait, comme s'il avait besoin de prouver que la vie ne s'arrêtait pas, même à l'aube. Avant de dormir, une dernière chose s'est produite. L'infirmière à la barrette jaune est entrée pour le dernier contrôle de la journée, a vérifié mes signes vitaux, les a notés, et en partant, s'est arrêtée un moment à la porte. Elle m'a regardé avec cette expression de quelqu'un qui veut dire quelque chose et qui pèse le pour et le contre. Elle a dit doucement qu'elle avait posé cette question à Camilla plus tôt, sur qui était dans le lit d'à côté, parce qu'elle avait vu la scène se dérouler et qu'elle pensait qu'il était important que l'information lui parvienne d'une manière ou d'une autre. Que ce n'était pas le protocole, que c'était sa décision individuelle, et qu'elle espérait que je ne pensais pas que c'était irrespectueux. J'ai dit que ça avait été la chose la plus importante dite dans cette chambre en 2 jours. Elle a légèrement hoché la tête, le coin de sa bouche se soulevant presque invisiblement, et est partie. La chambre est redevenue silencieuse, mais c'était un silence différent de tous les autres. Ce n'était pas le silence vide du début, ni le silence lourd du message de Camilla. Ce n'était même pas le silence doux de la première aube avec Donna Teresa de l'autre côté du rideau. C'était le silence de quelqu'un qui est arrivé quelque part. Pas une destination, pas la résolution de tout, mais un point d'où le paysage à venir semblait déjà différent du paysage laissé derrière. J'ai fermé les yeux cette nuit-là avec un sentiment qui n'était pas de la peur. C'était de la curiosité. Pour la première fois depuis longtemps, je voulais savoir ce qui allait suivre. La sortie de l'hôpital a son propre rituel. L'infirmière retire la perfusion d'un geste rapide et précis qui fait moins mal qu'on ne l'imagine. On signe des papiers. Elle explique les médicaments avec cette didactique de quelqu'un qui a répété les mêmes instructions des centaines de fois mais qui, même ainsi, prononce chaque mot avec soin, comme si elle savait que c'est votre première fois et que la première fois compte. Elle remet une enveloppe avec les documents d'admission, le rapport chirurgical, les ordonnances, les suivis programmés, puis montre la porte comme quelqu'un qui dit « Le reste dépend de vous ». Je suis sorti un jeudi matin, 4 jours après l'opération. Pedro était là pour venir me chercher. Il est arrivé plus tôt que convenu, ce qui était typique de lui. Toujours arrivé plus tôt que convenu quand il s'agissait de moi, comme si l'anticipation était le seul moyen qu'il avait trouvé pour dire qu'il se souciait sans avoir besoin de le mettre en mots. Il a porté le sac, a parlé à l'infirmière des soins, a rangé l'enveloppe avec les documents dans la boîte à gants de la voiture avec une organisation qui m'a ému d'une manière que je n'étais pas préparé à être ému à ce moment-là. Avant de quitter la chambre, je me suis arrêté un moment à la porte. Donna Teresa était encore hospitalisée. Elle resterait 2 jours de plus, m'avait-elle dit la veille. Sa procédure avait nécessité un suivi un peu plus long. Rien d'inquiétant, juste le protocole. Nous avions déjà échangé nos contacts, nous avions déjà une conversation prévue pour quand nous serions tous les deux assez rétablis pour nous asseoir à une table et penser clairement. Elle dormait quand je lui ai dit au revoir. Je ne voulais pas la réveiller. Je suis resté silencieusement à la porte quelques secondes, regardant le rideau bleu qui avait été la frontière de mon monde pendant 4 jours. J'ai pensé à dire quelque chose doucement, mais je n'ai rien trouvé qui rende justice à ce qui s'était passé dans cette chambre. Et parfois, l'absence de mots est plus honnête que tout ce que l'on peut improviser. Je suis parti. Le couloir de l'hôpital le matin avait une lumière différente de celle de l'aube. Plus propre, plus directe, sans cette qualité spectrale des premières heures. Les infirmières du nouveau service avaient cette énergie spécifique de début de service. Un enfant d'environ 10 ans marchait dans l'autre sens, tenant un bouquet de fleurs trop grand pour lui mais qu'il portait avec une détermination absolue. Je suis sorti de l'hôpital avec la poitrine recousue et la vie démantelée, et le soleil de novembre me frappant le visage avec une insistance qui semblait presque une opinion. Pedro n'a posé aucune question dans la voiture. Il a mis une chanson de Péricle à bas volume, qu'il savait que j'aimais. Il a conduit avec ce calme de quelqu'un qui a tout le temps du monde quand il a besoin de l'avoir. Et ce n'est qu'après environ 20 minutes de route, quand la ville s'était rétrécie dans le rétroviseur, qu'il a demandé si je voulais parler. J'ai dit, pas encore. Il a dit, d'accord, on parlera quand tu voudras. Et il n'a plus abordé le sujet. Je suis allé dans le Mina, pas à BH, pas à l'appartement qui portait encore nos 2 noms sur l'acte et dans lequel je n'étais pas prêt à entrer seul. Je suis allé chez ma mère à Divinopolis, là où j'avais grandi,
là où le jardin avait encore le goyavier que mon père avait planté avant de mourir et que ma mère arrosait chaque matin avec un dévouement que j'ai toujours pensé être pour l'arbre et qu'avec le temps, j'ai compris être pour lui. Ma mère n'a pas posé de questions non plus. Elle a juste ouvert la porte, m'a regardé de haut en bas avec ce regard maternel qui catalogue tout sans rien dire et a dit que le déjeuner était presque prêt. C'était un dimanche. Fejao tropero, choux sautés, poulet fermier qu'elle avait préparé tôt le matin parce qu'elle savait que j'arrivais. La maison sentait comme une maison sent quand on y revient après avoir été absent trop longtemps. Cette odeur qui n'a pas de nom, mais que le corps reconnaît avant l'esprit. Je me suis assis à table. Pedro était là avec sa femme et ses 2 enfants. Ma sœur cadette était venue de Belo Horizonte. J'avais une nièce qui avait grandi depuis la dernière fois que j'y avais prêté attention, assise à côté de moi, me demandant de lui raconter comment était l'hôpital à l'intérieur avec une curiosité directe que seuls les enfants ont. J'ai mangé. Et à un moment donné, entre la 2e et la 3e cuillerée de Fejao tropero, avec le bruit de la famille autour et le soleil de novembre entrant par la fenêtre de la cuisine et le goyavier de mon père visible à travers la vitre. Quelque chose qui était bloqué depuis quelques jours s'est débloqué. Pas de manière dramatique, pas avec des pleurs qui ont fait une scène. C'était silencieux, interne, le genre que l'on remarque plus par le soulagement que par l'expression. Ma mère me regardait de l'autre côté de la table. Elle n'a rien dit, a juste posé sa main sur la mienne une seconde, a serré une fois, et est retournée servir du riz à ma nièce comme si de rien n'était. Mais c'était arrivé, et elle le savait. Et je savais qu'elle le savait. Je suis resté à Divinopolis pendant 2 semaines. J'ai dormi plus que je n'avais dormi en des mois. J'ai marché chaque matin, lentement, comme le médecin l'avait demandé. Rien d'intense, juste assez pour dire à mon cœur qu'il était encore utilisé et que nous avions des projets. J'ai appelé l'avocat qu'un ami m'avait recommandé et j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait concernant l'entreprise et l'appartement. J'ai pris mes médicaments aux heures prévues. J'ai laissé ma mère faire ce qu'elle avait besoin de faire, c'est-à-dire cuisiner assez pour la moitié de la ville et vérifier si je respirais normalement toutes les quelques heures. Quant à Camilla, il n'y avait pas grand-chose à faire à part attendre que les processus avancent. Elle m'avait contacté une fois, par un message formel et court, au sujet d'un document qui nécessitait une signature. J'ai répondu avec la même formalité. Il n'y a pas eu d'autre contact au-delà de ça. Ce qu'il y avait à dire entre nous avait été dit, ou n'avait pas été dit mais avait été compris, ce qui parfois revient au même. La 2e semaine à Divinopolis, j'ai reçu un appel d'un numéro de Sao Paulo que je ne reconnaissais pas. C'était un chasseur de tête. Il a dit qu'il avait reçu une recommandation d'une source qui préférait ne pas être identifiée, mais qui avait signalé mon nom pour un poste en cours de structuration, un poste de directeur régional de l'infrastructure dans une entreprise de santé. Responsable de la supervision de l'expansion et de la construction dans 4 États du Midwest. Un rôle qui correspondait exactement à ce que j'avais fait au cours des 15 dernières années, mais à une échelle à laquelle je n'avais jamais opéré. Il a demandé si j'étais intéressé à en parler. Je suis resté silencieux quelques secondes. J'ai demandé s'il pouvait me dire le nom de l'entreprise. Il a dit que c'était le réseau de Donna Teresa. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis un moment sur la chaise en bois que mon père avait fabriquée de ses propres mains, qui se trouvait sur le porche arrière de la maison de ma mère, regardant le goyavier, ne pensant à rien de spécifique, mais pensant à tout en même temps. Elle ne m'avait pas dit qu'elle ferait ça. Elle n'avait rien promis au-delà d'une conversation et du contact d'un avocat. Mais elle avait vu quelque chose en moi pendant ces 4 jours dans cette chambre, qu'elle avait jugé suffisant pour mettre mon nom dans une conversation à laquelle je n'avais pas demandé à participer. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Avant que je ne dise autre chose que son nom, elle a dit qu'elle espérait que l'appel n'était pas arrivé trop tôt, qu'elle leur avait demandé d'attendre au moins 10 jours après ma sortie. Mais qu'un chasseur de tête avait son propre sens du timing qu'elle n'avait toujours pas réussi à dompter en 30 ans. J'ai ri. J'ai dit que ce n'était pas trop tôt. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'étais dans le Mina, que j'avais mangé du Fejao tropero le dimanche, que mon cœur fonctionnait et que je commençais à croire que le paysage à venir était différent de celui laissé derrière. Elle a dit que c'était exactement ça. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, non pas du travail, ni des détails professionnels. Ceci serait pour la réunion avec son équipe. Nous avons parlé d'autre chose. De la façon dont elle avait construit le réseau au fil des décennies, en commençant par un seul hôpital sans budget et assez de détermination pour compenser. De son mari,
décédée 5 ans plus tôt, qui avait été le genre de personne qui reste, qui ne part pas quand les choses deviennent difficiles, qui a appris à aimer de la manière dont l'amour a besoin d'être pour durer. De son petit-fils qui avait fait ses premiers pas et qu'elle avait vu dans une vidéo que sa fille avait envoyée alors qu'elle était encore hospitalisée. De ce que nous apprenons lorsque nous arrêtons de courir assez longtemps pour apprendre quelque chose. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose que j'ai noté. Littéralement noté. J'ai attrapé le bloc-notes que ma mère laissait toujours sur la table de la cuisine et j'ai écrit pendant qu'elle parlait encore. Elle a dit que la vie avait une façon de présenter les bonnes personnes quand nous étions prêts à regarder au-delà de nos propres problèmes. Que cette nuit-là, à l'hôpital, des deux côtés du rideau, deux inconnus avaient fait la même chose, ils avaient prêté attention. Et que prêter vraiment attention à un autre était l'acte le plus rare et le plus précieux qu'elle ait trouvé en 70 ans d'existence. Et c'est pourquoi elle savait que j'étais la bonne personne pour ce poste. Non pas pour l'expérience sur mon CV, mais pour la qualité de l'attention que j'avais montrée à une aube où j'avais plus qu'assez de raisons d'être complètement fermé à quiconque autour de moi. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté un long moment sur le porche arrière avec ça. Pendant des semaines, je n'avais pas pensé à Camilla. Ni avec ressentiment, ni avec nostalgie. Je n'avais tout simplement pas pensé à elle. L'espace qu'elle avait occupé pendant 15 ans était rempli par d'autres choses, lentement, sans hâte. De la manière dont les espaces se remplissent quand on arrête d'essayer de contrôler ce qui y entre. Dans son environnement professionnel, j'avais entendu par des canaux détournés, sans chercher, parce que ce genre d'information arrive quand elle arrive, qu'il y avait une froideur dans l'air après ce que certaines personnes proches de la direction avaient vu dans cette chambre d'hôpital. Il n'y a pas eu de licenciement, pas de procès, rien de dramatique. C'était cette température qui change imperceptiblement dans un environnement quand les personnes qui comptent commencent à regarder quelqu'un sous un angle légèrement différent. Sans bruit, sans confrontation. Juste la conséquence naturelle des choix qu'elle-même avait fait quand elle pensait qu'il n'y avait pas de témoin. Je n'ai rien fait à ce sujet. Je n'ai commenté à personne, n'ai pas cherché d'informations au-delà de ce qui arrivait, n'ai alimenté aucun récit nulle part. Ce n'était pas mon travail. Ça ne l'avait jamais été. Mon travail était d'avancer. Et pour la première fois depuis longtemps, avancer semblait être un choix plutôt qu'une obligation. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, aidez-moi maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous feriez à ma place. Aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ça. Il ne reste qu'un seul chapitre, et c'est le plus important de tous. Ne partez pas. Il y a une chose que personne ne vous dit sur le fait de recommencer, c'est que ça n'a pas de date fixe. Il n'y a pas de matin spécifique où l'on se réveille et où l'on sent qu'on a tourné la page. Il n'y a pas de moment culminant où la musique monte, où la lumière change et où l'on sent qu'on est arrivé de l'autre côté. C'est progressif, presque imperceptible, fait de petites choses qui s'additionnent sans crier gare. Jusqu'au jour où l'on fait quelque chose d'ordinaire, chauffer du café, lasser ses baskets, regarder par la fenêtre sans raison particulière, et l'on se rend compte qu'on va bien. Pas soulagé, pas euphorique. Bien, de la manière simple et solide dont le mot devrait toujours signifier, et que nous ne comprenons que lorsque nous le ressentons enfin vraiment. Pour moi, c'était un après-midi de février, 3 mois après l'opération. J'étais dans mon nouveau bureau à Guagna, où je m'étais installé pour commencer à travailler avec le réseau de Donna Teresa. Une ville que je ne connaissais pas vraiment, un appartement que j'avais loué meublé parce que je n'avais pas encore l'énergie de décider des meubles. Une routine qui se construisait brique par brique, avec la patience que la convalescence m'avait appris à avoir. J'examinais un projet d'expansion, des chiffres sur une feuille de calcul, les plans d'une nouvelle unité qui ouvrirait l'année suivante, et j'ai réalisé que j'avais passé 4 heures complètement présent dedans. Pas avec la tête ailleurs, pas avec le poids de quelque chose d'autre qui appuyait par en dessous. Juste moi, le travail et le problème devant moi qui nécessitaient une solution. 4 heures. Présent. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais fait ça avant l'hospitalisation. J'ai fermé la feuille de calcul, je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé la rue en bas avec le trafic de fin d'après-midi, et c'est là que j'ai réalisé que j'allais bien. Et ce n'avait pas été un moment. Ça avait été un processus lent, non linéaire, plein de jours pires entrecoupés de jours meilleurs, mais qui était arrivé à un endroit que je pouvais reconnaître comme stable. J'ai appelé Donna Teresa cet après-midi-là. Elle était devenue une présence régulière dans ma vie, d'une manière que je n'avais pas prévue et qui s'était produite avec le naturel des choses qui ont du sens.
Nous parlions chaque semaine, parfois plus, du travail, des projets, des unités que je supervisais, mais aussi d'autres choses. Des livres qu'elle recommandait et que je lisais, parce que quand quelqu'un comme elle recommande un livre, on le lit sans poser de questions. De son petit-fils qui avait commencé à parler et dont elle envoyait les vidéos aussi fréquemment qu'elle envoyait des documents de travail, sans hiérarchie entre les deux. De la vie, de ce qu'elle avait appris en 70 ans d'existence qui avait été plus riche et plus dur que quiconque ne la connaissant que de nom ne l'imaginait. Elle a répondu, comme elle le faisait toujours, direct, sans ce préambule de quelqu'un qui a besoin de s'échauffer avant la conversation. J'ai dit que j'appelais sans raison particulière, que j'avais eu une bonne journée et que j'avais pensé à elle. Elle a dit que c'était les meilleures raisons d'appeler. Nous avons parlé un moment, et à un certain point de la conversation, sans le prévoir, j'ai commencé à essayer de mettre en mots ce que j'avais appris pendant tous ces mois. Non pas pour elle, qui le savait déjà, mais pour moi-même. Parce que parfois, nous avons besoin d'entendre notre propre voix dire quelque chose à voix haute pour comprendre que nous y croyons vraiment. J'ai dit que j'avais appris que le silence n'était pas de la faiblesse. Que j'avais passé toute ma vie à penser que se taire, c'était céder, perdre, laisser l'autre gagner. Et que j'avais découvert dans un lit d'hôpital à 3 heures du matin qu'il y a un silence qui est la chose la plus puissante que quelqu'un puisse offrir dans une situation où n'importe quel mot serait plus petit que ce qui est ressenti. J'ai dit que j'avais appris que l'abandon en dit plus sur celui qui part que sur celui qui reste. Que j'avais passé des mois à essayer de comprendre ce qui avait échoué en moi, ce que j'avais fait de mal, quel défaut spécifique rendait une personne jetable la veille d'une opération. Et que j'étais lentement arrivé à la conclusion que c'était la mauvaise question, que ce qui avait échoué ne tenait pas en moi. J'ai dit que j'avais appris que la gentillesse inattendue est la plus vraie de toutes. Que Camilla avait eu des gestes d'affection pendant 15 ans, que j'avais reçus avec gratitude, sans questionner. Et qu'une inconnue aux cheveux blancs avec un gâteau à la semoule de maïs à une aube d'hôpital m'avait donné plus en 4 jours que ce que j'avais ressenti depuis longtemps. Non pas parce qu'elle avait fait plus, mais parce qu'il n'y avait rien derrière. Pas de calcul, pas de compte ouvert, pas d'attente de retour. C'était juste une personne qui était bonne parce qu'elle voulait être bonne. Donna Teresa est restée silencieuse pendant que je parlais. De la manière dont seule elle restait silencieuse. Avec cette qualité d'attention que j'ai essayé de décrire à Pedro une fois et que je n'ai pas pu, qui n'était pas seulement l'absence d'interruption. C'était une présence active. Le genre de silence qui fait que la personne qui parle se sent entendue d'une manière que la plupart des réponses ne parviennent pas à faire. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse quelques secondes de plus. Puis a dit qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire depuis le jour où nous nous étions dit au revoir à l'hôpital et qu'elle avait gardé pour elle parce qu'elle pensait que j'avais besoin d'arriver à certaines conclusions par moi-même avant de le recevoir. J'ai dit que j'écoutais. Elle a dit que cette nuit-là, quand j'étais entré dans la chambre et que j'avais posé mon téléphone face contre le matelas, elle était déjà réveillée. Elle n'avait pas seulement entendu, assez. Elle avait tout entendu. Le message que j'avais lu à voix basse, presque sans m'en rendre compte, la respiration contenue, le son de quelqu'un qui traite quelque chose de grand dans un petit espace. Et qu'elle avait pris la décision à ce moment-là de ne pas intervenir, de ne pas résoudre, de ne rien réparer qui n'était pas à elle de réparer. Mais d'être présente. De ne pas faire semblant de dormir et de laisser cet homme seul avec cette douleur une nuit qui en demandait déjà trop à n'importe qui. Elle a dit qu'elle avait fait ça parce qu'elle avait reconnu quelque chose. J'ai demandé quoi? Elle a dit qu'elle avait reconnu le silence de quelqu'un qui a l'habitude de ne pas demander d'aide. Que c'était un silence qu'elle connaissait bien parce que ça avait été le silence de son mari dans les années où il était malade et qu'il essayait d'épargner tout le monde autour de lui en portant le poids seul. Et qu'elle avait appris tard, et avec beaucoup de douleur, que le plus grand cadeau que l'on puisse faire à une personne comme ça n'est pas une solution, c'est la compagnie. C'est la présence simple et sans exigence d'un autre être humain qui est là et ne partira pas. Je n'ai rien dit pendant un moment. Elle a dit que son mari était mort en pensant qu'il avait épargné tout le monde, et qu'elle avait passé les 5 années suivantes en sachant que la seule chose qu'elle aurait souhaité faire différemment était d'avoir dit à voix haute plus souvent que sa présence était suffisante. Qu'il n'avait pas besoin d'être fort. Qu'elle était là. Que c'est ce qu'elle avait essayé de faire de l'autre côté d'un rideau d'hôpital, avec un inconnu, à une aube de novembre. Parce qu'elle savait ce que c'était que d'être de l'autre côté de ça, et parce qu'elle pouvait encore faire pour un autre ce qu'elle ne pouvait plus faire en retour pour celui qui comptait le plus. Je suis resté silencieux un long moment après ça. C'était le genre de choses qui entre dans un endroit profond et met du temps à s'installer. Pas de manière lourde, de manière nécessaire.
La manière dont les vérités les plus importantes arrivent toujours, sans hâte, sans bruit, mais impossible à ignorer. J'ai dit que j'avais besoin qu'elle sache quelque chose. Elle a dit qu'elle écoutait. J'ai dit que la nuit de cette opération, quand l'anesthésie avait tout éteint et que j'avais disparu pour moi-même pendant des heures, la dernière chose à laquelle j'avais pensé avant de perdre connaissance était elle. Pas Camilla, pas la peur, pas les 15 ans ou l'appartement ou le compte bancaire à moitié. J'avais pensé à elle disant que je reviendrais, et je m'étais endormi en y croyant. Et qu'il était possible que cette croyance, ce point d'ancrage spécifique qu'elle avait créé sans connaître la dimension de ce qu'elle créait, fasse partie de la raison pour laquelle j'étais revenu comme je suis revenu. Entier, disposé, avec quelque chose qui fonctionnait encore à l'intérieur, qui n'était pas seulement le cœur recousu. Donna Teresa est restée silencieuse un moment. Quand elle a parlé, sa voix était légèrement différente. Pas avec une émotion performative, pas avec du drame, juste légèrement plus proche de la surface que d'habitude. Elle a dit que c'est ce que nous faisions les uns pour les autres quand nous étions disposés. Et que c'est pourquoi elle s'hospitalisait encore de temps en temps, dans une aile qu'elle ne connaissait pas, sans protocole spécial, juste avec un sac, un livre et un gâteau que sa fille faisait. Parce qu'on ne savait jamais de l'autre côté de quel rideau se trouvait la personne qui avait besoin d'entendre qu'elle reviendrait. J'ai raccroché l'appel et je suis resté à la fenêtre un moment. Le soir était tombé pendant que nous parlions, et Guagna était dans cette lumière de fin de journée que les villes de l'intérieur ont, un orange qui ne demande pas la permission, qui occupe tout le ciel avec une générosité un peu arrogante. En bas, la rue avait le bruit habituel, klaxons, bavardage sur le trottoir, le son d'un stand de jus de canne à sucre au coin que j'avais commencé à fréquenter parce que le propriétaire avait une façon de demander comment j'allais qui semblait sincère. Et j'avais arrêté de fuir les questions sincères. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis novembre. L'appartement de BH avait été vendu. Ma part de l'entreprise avait été évaluée et le processus était géré par l'avocat que Donna Teresa avait recommandé, avec un calme et une compétence qui m'ont appris qu'il y avait un moyen de résoudre les choses difficiles sans avoir à tout transformer en guerre. Camilla avait suivi son chemin. Le déménagement en ville qu'elle avait mentionné avait eu lieu, et j'avais cessé de suivre, parce que suivre n'était plus mon travail. Mon cœur fonctionnait. Pas seulement le cœur chirurgical, l'organe que le médecin avait réparé et dont je prenais soin avec le dévouement converti de quelqu'un qui a appris que le corps n'est pas une concession infinie. Mais l'autre, celui qui n'apparaît sur aucun examen, mais qui définit comment nous nous déplaçons dans le monde. Celui-là fonctionnait aussi mieux qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. J'ai attrapé le bloc-notes de la table et j'ai regardé la phrase que j'avais notée il y a des mois. La phrase de Donna Teresa sur le fait de prêter attention. Elle était là, avec l'écriture un peu irrégulière de quelqu'un qui était ému en écrivant, mais lisible. J'ai plié le papier avec soin et je l'ai gardé dans le tiroir. Non pas parce que j'en avais fini avec elle, mais parce que je n'avais plus besoin de la porter en surface. Elle était déjà à l'intérieur. Il y a quelque chose que je sais aujourd'hui que je ne savais pas la nuit où j'ai lu ce message avec mon téléphone face contre le matelas de l'hôpital. Je sais que l'abandon a une adresse, et que cette adresse n'est pas la mienne. Je sais que le silence que j'ai choisi ces jours-là n'était pas de la lâcheté ou de la stratégie. C'était la seule réponse honnête que j'avais pour une situation qui n'avait pas de bonne réponse. Je sais que la gentillesse d'une inconnue à une aube difficile peut être le genre de chose qui change une trajectoire de vie. Non pas de manière dramatique, mais de la manière la plus réelle possible. Le genre qui se révèle avec le temps. Je sais que demander de l'aide ne diminue personne. Que recevoir des soins sans s'en défendre est une compétence qui s'apprend, et que la plupart des hommes que je connais, y compris moi-même, arrivent à cet apprentissage plus tard qu'ils ne le devraient. Généralement après que quelque chose ait forcé un arrêt. Je sais que la vie n'est pas juste immédiatement, mais qu'elle a une tendance lente et parfois frustrante à mettre les choses là où elles appartiennent quand nous arrêtons d'essayer de forcer le résultat. Et je sais, plus que toute autre chose, que la personne à vos côtés quand vous êtes au fond du trou est l'information la plus honnête que vous aurez jamais sur qui est réellement qui dans votre vie. Parfois, cette personne est de l'autre côté d'un rideau bleu, et vous ne la connaissez pas encore.